Alors, j'ai décidé aujourd'hui de traiter d'un sujet très ample, puisqu'il s'agit de faire une synthèse de l'histoire économique de Rome, depuis ses origines jusqu'à la fin de l'Empire romain d'Occident. Autrement dit, cette période compte, comptez bien, 7 siècles et demi avant Jésus-Christ et 4 siècles et demi après Jésus-Christ. Vous faites le compte, ça fait donc 12 siècles. Donc une période extrêmement longue. Il faut évidemment d'abord s'entendre par ce que l'on appelle économie. L'économie n'est pas une catégorie qui existe en tant que telle chez les Romains. C'est nous qui, historiens modernes, avons eu tendance à spécialiser, je dirais, la profession, et vous avez des historiens économistes, des historiens spécialistes de la société, des historiens spécialistes des mentalités, de l'art, etc., etc. Et donc, dans la tête des Romains, l'économie n'existe pas en tant que telle. Voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est une catégorie que l'on projette dans le passé, et on va donc regrouper des faits qui appartiennent à ce que nous appelons l'économie, et qui débordent bien entendu sur le social. Ça va ça, les deux étant liés. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que cette leçon porte sur l'économie du monde romain. Si j'ai choisi cette expression de monde romain, c'est pour une raison bien simple. C'est que si j'avais dit l'économie romaine, eh bien, on se serait trouvé devant une ambiguïté. Parce que Rome, à ses origines, c'est un petit village. Et puis quand on parle de Rome, à l'époque de l'Empire, ben, je dirais c'est un territoire immense, qui regrouperait entre 50 et 70 millions d'habitants. Donc vous voyez que le terme monde romain a beaucoup plus de sens que le terme romain tout court. Alors j'ai décidé, une fois n'est pas coutume, de commencer par la bibliographie, et je vais donc montrer dans un premier temps des ouvrages généraux, et je vais aller du général vers le particulier. Il y aura toutefois deux étapes dans la présentation des livres. J'ai d'abord présenté les ouvrages concernant plutôt l'économie et les généralités, et dans un deuxième temps, 3 livres concernant l'histoire sociale de Rome. Je commence par un ouvrage très général, qui n'est pas cher, vous pouvez trouver facilement, c'est Le Petit que sais-je de Jean-Philippe Lévy, L'économie antique, paru aux presses universitaires de France. Vous connaissez le principe de cette collection, c'est que c'est un bilan des connaissances, et il y a toujours 128 pages. Ensuite, dans la collection Le Sens commun aux éditions de Minuit, de Moses Finley, L'économie antique. Alors là, c'est un ouvrage très important qui date du début des années 70, en tout cas dans sa traduction française, et qui a fait l'objet de très nombreux débats auxquels je vais faire écho aujourd'hui. Un ouvrage fondamental. Beaucoup d'historiens économistes ne sont plus d'accord avec les thèses défendues par Finley, mais c'est vraiment un grand penseur de l'histoire économique de l'Antiquité. Alors, un de ses disciples, qui s'appelle Peter Garnzin, a écrit Famine et approvisionnement dans le monde gréco-romain dans la collection Les Belles Lettres. Vous voyez qu'on dépasse vraiment l'histoire événementielle, factuelle, traditionnelle, pour s'intéresser à des problèmes qui intéressent, je dirais, une partie, hélas, encore de l'humanité. Je pense en particulier à la Corne de l'Afrique ou à la région du Sahel, mais pas seulement. Alors, de Jean-Nicolas Corbusier et Czesław Suder, La population d'Antiquité classique aux presses universitaires de France. C'est évidemment une donnée importante que la démographie quand on aborde l'économie, puisque ce sont quand même des gens qui travaillent, et il faut savoir quel était le nombre d'habitants, de gens qui étaient capables de travailler dans les secteurs économiques dans l'Antiquité. Alors, dans le même genre, Le travail en Grèce et à Rome, par Claude Mossé, qui est une helléniste, presse universitaire de France, que sais-je. Alors, un ouvrage qui est apparu à la fin de l'année passée, qui est remarquable, qui s'intitule La ville antique, histoire de l'Europe urbaine, de Xavier Lafont, Jean-Yves Marc et Maurice Sartre. C'est dans la collection Point au Seuil. Alors, succès dans cette collection, un ouvrage sur la vie médiévale, un sur la vie moderne. Il y en a 2 pour l'époque contemporaine, plus un sur les villes coloniales. Ces 3 ouvrages doivent paraître cette année-ci. Ce serait gentil de fermer la fenêtre. Alors,
Et celle-ci aussi. Voilà. Alors, dans de Jean Andrew, l'économie du monde romain, chez Ellipse. Évidemment, c'est un ouvrage fondamental pour mon propos d'aujourd'hui. Je dirais même que c'est un ouvrage que vous devez consulter si vous abordez le sujet. L'ouvrage a paru en 2010, donc il fait le point sur les connaissances. Sciences et techniques à Rome, de Raymond Chevalier, en que sais-je. Rendre à César, économie et société dans la Rome antique, de Claude Nicolet. Il y a 4 chapitres très très importants sur l'économie romaine. Alors, du même Nicolet, qui est un grand romaniste, il est peut-être décédé maintenant parce que sinon il serait très âgé, de Claude Nicolet, censeur et publicain, économie et fiscalité dans la Rome antique chez Fayard. De Louis Armand, Société économie en République romaine, chez Armand Collin dans la collection U2. Alors c'est un ouvrage qui comprend d'une part une synthèse sur le sujet, et la deuxième partie de l'ouvrage, très utile pour vos préparations de leçons, vous avez des textes, donc des textes concernant l'économie et la société à Rome avant Jésus-Christ, puisque ça concerne uniquement la République et pas l'Empire. De Jean Andrew, qui est le même auteur, celui qui a écrit donc l'histoire, l'économie du monde romain, Banque et affaires dans le monde romain, 4e siècle avant Jésus-Christ, 3e siècle après Jésus-Christ, dans la collection Point au seuil. Donc c'est une collection qui coûte pas cher, et c'est agréable à lire. De Peter Gansey, qui est le même qui a écrit l'ouvrage sur la famine et l'approvisionnement dans le monde gréco-romain, qui est un élève de Fanny. Donc de Peter Gansey et Richard Saller, l'Empire romain, économie, société et culture dans la découverte. Alors, de Jean-Michel Carrier et Aline Rousset, l'Empire romain en mutation des Sévères à Constantin. Donc, ça part en fait de la prise du pouvoir par Septime Sévère en 192 et ça va jusqu'en 337. Donc, c'est la fin de cette. Non, c'est la mort de Constantin, je crois. 337. Voilà. Alors, c'est un ouvrage dont on parle beaucoup parce qu'il a remis en cause la notion non seulement de bas Moyen-Âge, mais d'antiquité tardive. Alors, comme promis, 3 ouvrages sur l'histoire sociale de Rome. Le premier de Alfeldi, chez Picard, un grand classique. Alors, ensuite, de Brunt, Conflits sociaux en République romaine, chez Maspero. Ça a été repris dans la découverte, je crois. Et enfin, de Ramsay MacMullen, les rapports entre les classes sociales dans l'Empire romain, 50 avant Jésus-Christ, donc c'est depuis la conquête de la Gaule, jusqu'en 284 après Jésus-Christ, aux éditions du Seuil. Donc 284, c'est donc le moment où Dioclétien prend le pouvoir et va établir la tétrarchie. Voilà. Donc maintenant, nous allons travailler, ou plutôt je vais vous parler de l'économie du monde romain. Vous avez compris que j'entendais le monde romain donc dans son acception la plus large pour les derniers siècles, alors que pour le début, évidemment, je parle de cette petite bourgade qui va connaître un caractère urbain à l'époque des Tarquins, c'est-à-dire au VIe siècle, et puis va devenir cette grande cité à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, je vais diviser mon exposé en 3 parties. Vous notez bien, c'est important de noter le plan. Alors, première partie, je vais vous parler de la Rome archaïque, du point de vue économique. Je vais donc partir du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, et je vais aller jusqu'aux environs du milieu du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour vous donner des dates rondes, c'est 750, 350 avant Jésus-Christ. Ça couvre 4 siècles. Dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, je vais vous parler de la Rome classique, c'est-à-dire l'histoire économique de Rome qui s'étend de la fin du IVe siècle, donc aux environs de 400, en gros, de 300 avant Jésus-Christ, et je vais aller jusqu'à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une période qui couvre en gros 5 siècles. Et puis, dans un dernier temps, enfin, finalement,
je vais exposer les résultats de la recherche actuelle depuis une quinzaine d'années concernant la Rome tardive, et ça couvre, je dirais, les 3 derniers siècles de l'histoire romaine, en gros, enfin, ce sont des datrons, évidemment, qui ne veulent rien dire, hein, bien entendu, mais en gros, donc, ça va de 200 à 450 après Jésus-Christ. Ce sont des dates rondes, hein. Il est évident qu'en matière économique, il n'y a pas des coupures comme ça aussi nettes, simplement pour que ce soit clair dans votre esprit. Donc, je répète, la Rome archaïque, date ronde 750, 350, 4 siècles. La Rome classique, donc là, je pars de 300 avant Jésus-Christ et je vais jusqu'à 200 après Jésus-Christ, ça couvre 5 siècles. Et puis enfin, la Rome tardive, je vais en gros de 200 à 450 après Jésus-Christ, 2 siècles. Voilà. Alors, nous allons commencer tout de suite par la Rome archaïque. Alors, vous avez vu que les dates que je vous donne ne correspondent pas aux dates de l'histoire politique, puisque l'histoire politique est marquée par la succession de 3 régimes successifs. Donc d'abord la royauté, ensuite, qui couvre les 2 premiers siècles et demi, ensuite vous avez la République qui couvre 5 siècles, et puis vous avez l'Empire qui couvre pratiquement 5 siècles aussi. Ici, ce n'est pas le cas. Hein. Donc la première période couvre la période qu'on appelle celle de la royauté, et les 2 premiers siècles de la République romaine. Alors, cette période est marquée par quoi? Alors, dans un premier temps, schéma général, la période qui va du milieu du 8e siècle jusqu'à la fin du 7e siècle, donc en gros de 750 à 600, pour de nouveau donner des dates qui n'ont pas valeur purement symbolique, eh bien, ce siècle et demi est marqué par une progression lente mais sensible de l'économie romaine. Ensuite, le 6e siècle est marqué par ce qu'on appellerait l'acmé, c'est-à-dire l'apogée de cette première phase de l'histoire économique de Rome. Donc, une fois qu'il va du 6e, de 600 à 500, de nouveau pour faire donner des dates. Hein. Et puis alors, vous avez le 5e siècle et le 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est une période marquée par un repli marqué sur le plan économique. Voilà. Alors maintenant, plus concrètement, quelles sont les caractéristiques de l'histoire économique à Rome pendant cette période? Parce que là, on peut dire Rome en tant que cité, petite cité. Hein. Rome est minuscule à cette époque-là, par rapport au destin qui sera le sien dans les siècles qui vont venir, surtout à partir de l'époque des grandes conquêtes, 3e, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors cette période est marquée tout d'abord par le fait que, contrairement à ce qu'on trouve dans beaucoup de manuels, les Romains sont avant tout des agriculteurs et pas des éleveurs. On voit souvent que les premiers Romains étaient des éleveurs. Ben non, ce sont avant tout des agriculteurs. Des agriculteurs. Mais c'est une agriculture de subsistance. Alors c'est quoi une agriculture de subsistance ou une économie de subsistance? Eh bien c'est une économie dans laquelle tout ce qu'on produit sert pour l'autoconsommation. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de production que pour pouvoir vendre un surplus. Donc autrement dit, le commerce en est réduit à la part congrue. Alors que cultive-t-on? Eh bien on cultive essentiellement des céréales et des légumineuses. Il faut savoir aussi que jusqu'aux environs de 200 avant Jésus-Christ, les céréales interviennent dans l'alimentation sous la forme de bouillie. C'est seulement à partir du début du 2e siècle avant Jésus-Christ, et des 200 avant Jésus-Christ, comme ça vous avez une date ronde, que les Romains vont manger du pain. Donc avant, les céréales se mangent sous forme de bouillie. Hein? D'ailleurs, on verra ça quand on sera en 2e, à l'époque de Louis XIV, vous pouvez vous dire que les gens, ils mangeaient une sorte de bouillie. D'ailleurs, on dit qu'une soupe, ça se mange, on ne boit pas la soupe, on la mange, la soupe. Donc c'est une
une soupe assez épaisse. Alors, cette bouillie, ça s'appelle en latin la pulse. P-U-L-S. P-U-L-S. Pulse. Ce sont des mangeurs de pulse. Et c'est comme ça que les Grecs parlent des Romains. Ils disent que ce sont des mangeurs de pulse. Alors, dès 750, on a donc des traces d'agriculture très visibles par l'archéologie. L'élevage, je vous ai dit, n'intervient que de manière secondaire dans les activités économiques des Romains, et quand on élève, c'est pour des raisons différentes. L'animal, le mammifère que l'on mange le plus, c'est le porc. Et vous savez qu'encore à l'heure actuelle, quand on va dans une grande surface, la viande la moins chère, ce sont les côtes de porc la plupart du temps. Donc si vous voulez acheter un steak de bœuf, c'est nettement plus cher. Donc je dirais c'est l'animal, la viande la moins chère aussi, et que l'on produit le plus facilement. Il est plus facile d'engraisser un cochon que de laisser paître pendant plusieurs années un bœuf. Donc on mange beaucoup quand on mange de la viande, c'est du porc. Mais de nouveau, la viande est un plat que l'on mange rarement par rapport aux céréales et aux légumineuses. Donc c'est rarement que l'on mange de la viande, mais quand on en mange, c'est du porc. Or le bœuf, on n'en mange pas. Pourquoi? Parce que le bœuf, c'est un animal qui est très précieux puisqu'il sert pour les labours. Donc on s'en sert dans le domaine de l'agriculture, comme animal de trait. Le mouton, on ne le mange pas non plus, sauf exceptionnellement. Le mouton, on l'élève essentiellement pour sa laine. Quant au cheval, eh bien, on ne l'élève pas pour le manger, on l'élève essentiellement pour des raisons militaires, pour permettre aux cavaliers d'avoir une monture. Et ça coûtait très cher. D'ailleurs, le terme cavalier ou chevalier va servir pour désigner la richesse à Rome, puisque à l'époque de la Rome classique, on va même parler d'un ordre équestre pour désigner l'ensemble des individus qui ont des revenus importants. Alors, vers 700, disons au 7e siècle, apparaît la viticulture, c'est-à-dire la culture de la vigne. Et un siècle plus tard apparaît l'oléiculture, c'est-à-dire la culture de l'olivier, qui permet de récolter de l'huile. Alors ceci est important parce que ça remet en cause la vision traditionnelle que l'on a de pays méditerranéens où la vigne et l'olivier constituent, je dirais, les premiers éléments de l'agriculture. Eh bien, pas du tout. Je vous ai dit que ce sont d'abord les céréales et les légumineuses, et que la viticulture et l'oléiculture interviennent un siècle, voire 2 siècles après dans le cas de l'oléiculture. Mais tout ça est bien en place déjà à l'époque de la royauté, c'est-à-dire à l'époque des rois latins, des rois étrusques. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai dit que le 5e siècle est une période de recul, de repli. Après cette période de croissance constante et de cet apogée au 6e siècle, qui sont très patents, qui sont manifestes, mais qui concernent une bourgade, finalement une grosse bourgade, vous allez avoir un repli. Le 5e siècle et la première moitié du 4e siècle, donc de nouveau des daterons entre 500 et 350, ce sont des daterons, bien entendu, vous avez une période de repli
Alors, ce repli, il est expliqué pour des raisons de crise sociale, et vous savez que les crises sociales sont souvent liées à des crises céréalières. En effet, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, en 492, si je ne m'abuse, la plèbe fait sécession parce qu'elle n'accepte plus d'être considérée comme un groupe de Romains de seconde zone. Ils veulent avoir les mêmes droits civiques et les mêmes droits juridiques que les patriciens, c'est-à-dire que le groupe dominant. Et donc, ils se séparent et disent « Débrouillez-vous tout seul, vous allez voir si vous allez pouvoir vous débrouiller sans nous. » Il y a donc des conflits sociaux importants. Il y a, vers 440 avant Jésus-Christ, une famine très très importante. Et il faut en fait attendre le dernier tiers du IVe siècle, donc après 340, pour que finalement Rome puisse repartir sur le plan strictement économique. D'ailleurs, c'est aux environs de 340 que les plébéiens finissent par avoir l'équivalent des droits des patriciens. Souvenez-vous, vous avez peut-être vu ça en humanité, que encore en 321 avant Jésus-Christ, mais là ça concerne l'histoire politique, les Romains, pour bien vous dire qu'il ne s'agissait que d'un tout petit territoire, sont encore encerclés par les Samnites, c'est un peuple voisin du Latium, et les Romains qui sont défaits doivent passer sous le joug, c'est resté dans la légende, ils doivent passer sous les fourches caudines, les fourches, alors vous savez, donc on plantait des fourches dans le sol, on mettait un bâton, et alors ils devaient passer en dessous, c'est pour bien montrer qu'ils étaient soumis. Donc encore en 321, les Romains, vous imaginez, pourquoi on dit Caudine? Parce que c'était à côté de la ville de Caudium, tout simplement. Caudinum, plutôt, de Caudinum. Alors maintenant, on va passer à la deuxième période que j'évoquais tout à l'heure, après l'époque archaïque qui s'étend en gros donc, du milieu du 8e siècle jusqu'à la deuxième moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, on passe à la Rome classique, ou plutôt à l'économie classique. Cette période, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'étend du 3e siècle avant Jésus-Christ, et je vous avais même dit qu'en gros, aux environs de 200, disons juste après les guerres puniques, pour faire bref, que tout ça se met vraiment en place, et ça va durer pendant plusieurs siècles, donc jusqu'à l'Antiquité tardive. Alors, cette période-là, c'est une période de croissance qui succède à cette période de repli des 5e et première moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ, une croissance fulgurante. Ça, vous le soulignez 2 ou 3 fois, Rome va connaître une croissance fulgurante. Les 2 premiers siècles avant Jésus-Christ, c'est l'époque des conquêtes. Vous vous souvenez peut-être que les guerres puniques s'étendent de 264 avant Jésus-Christ à 202, avec une interruption. Après la bataille de Zama en 202, Rome se trouve à la tête du bassin occidental de la Méditerranée, qui avait appartenu en grande partie aux Carthaginois. Des cités grecques ont également été vaincues dans le sud de l'Italie. Et pendant 2 siècles, Rome va se lancer dans des conquêtes qui vont dilater à une dimension jusqu'alors tout à fait inconnue le territoire de cette république que l'on peut appeler un empire, même s'il ne s'agit pas d'un empire au sens institutionnel du terme, puisqu'il n'y a pas d'empereur à la tête de cette république, mais par la dimension de son territoire. Donc pendant 2 siècles, Rome va conquérir, après avoir conquis une partie du bassin occidental de la Méditerranée, Rome va conquérir la Gaule à l'époque de César,
et Rome va conquérir alors tous les royaumes hellénistiques au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'empire, plutôt le royaume des Antidonies, le royaume des Séleucides et le royaume des Lagides, donc ce dernier royaume, c'est celui des Ptolémées, donc en Égypte. Ouais. C'est vraiment, on peut parler vraiment, vous savez, comme de Big Bang, comme pour la naissance de l'univers. Donc cette petite cité, presque à partir de presque un atome, va se dilater à une vitesse 2 siècles, c'est incroyable, alors que Rome avait digéré lentement ses conquêtes pendant les siècles qui précédaient, pendant 5 siècles, ça s'était étendu pratiquement au Latium, tandis qu'en une fois, c'est presque l'univers des anciens connus à cette époque-là, à part l'Inde et la Chine, bien entendu, qui va tomber sous la coupe de cette cité qu'est Rome. Alors, quel est le trait majeur de cette période? Le trait majeur, je dirais, pour les 2 siècles avant Jésus-Christ, donc jusqu'à Auguste. Vous savez qu'Auguste devient prince et occupe l'essentiel du pouvoir à partir de 27 avant Jésus-Christ. Donc pour les 2 siècles qui précèdent l'ère chrétienne, il y a une caractéristique majeure. Je vous ai dit tout à l'heure, en commençant mon cours, que les Romains sont avant tout des agriculteurs, des paysans, avant d'être des éleveurs ou des praticiens encore d'autres activités économiques. Eh bien, ce qui se met en place à la fin du IIIe siècle, au début du IIe siècle, c'est la fameuse villa romaine. La fameuse villa romaine. Qu'est-ce que c'est qu'une villa romaine? Eh bien, une villa romaine, là aussi, il ne faut pas faire de projection et ne pas faire non plus d'anachronisme. Une villa romaine, c'est donc un grand domaine, mais un grand domaine qui pour autant n'est pas immense. Les grandes villas romaines, elles datent en fait de l'époque de l'Empire, donc après Jésus-Christ. À cette époque-là, une villa romaine, en moyenne, a entre 20 et 50 hectares. Donc c'est grand, mais ça n'a rien d'immense. 20 ou 50 hectares, ce n'est pas un territoire immense, vous êtes bien d'accord. Alors, comment est organisée la fameuse villa romaine? Donc le mot villa, vous devez le traduire par domaine foncier. Domaine foncier. Donc, première caractéristique, je vous l'ai dit, c'est que c'est d'abord un territoire qui n'a pas une très grande étendue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ces villas romaines, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne pratique pas la monoculture. On pratique donc la polyculture. Donc, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc il peut y avoir des champs de céréales, il peut y avoir des légumineuses, il peut y avoir aussi des prairies pour les bovins, les ovins, les porcins. Il peut y avoir également, on peut y cultiver également de la vigne, on peut y cultiver également de l'olivier. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des cultures diverses. Donc vous soulignez 2 ou 3 fois que ce n'est pas la monoculture qui prévaut, parce que si on projette la vision que l'on a du grand domaine du latifond d'Amérique du Sud, du Brésil, du Mexique ou d'Argentine, que sais-je, là on imagine évidemment de la monoculture. Vous êtes bien d'accord, vous pensez à des champs où on cultive uniquement du maïs, uniquement de la canne à sucre, uniquement du cacao, uniquement du café, etc. Pas du tout. Donc ici, ce qui importe, c'est donc la monoculture. Alors, le domaine est géré de manière directe. Il n'y a pas de gestion indirecte, comme ça va être le cas dans l'Antiquité tardive. Autrement dit, vous avez un intendant qui remplace le maître et qui est chargé, alors là, c'est très important, de diriger une équipe d'esclaves. Donc la caractéristique de la villa romaine, c'est que les travailleurs qui travaillent sont des esclaves. Alors comment ces esclaves sont arrivés là? Eh bien, ils sont arrivés justement par le biais de ces grandes conquêtes. Il y a eu les guerres puniques, les guerres contre Carthage, et puis, à partir du IIe siècle, vous avez toutes les guerres dans le bassin oriental de la Méditerranée.
Grèce, en Anatolie, et donc les esclaves vont venir du bassin oriental de la Méditerranée, mais en des quantités inimaginables. Des dizaines de milliers d'esclaves arrivent chaque année, en Italie. Alors, où va-t-on trouver les esclaves? Eh bien, essentiellement en Étrurie, vous savez, c'est ce qu'on appelle la Toscane maintenant, la région de Florence, de Pise par exemple, en Étrurie, donc dans l'Italie centrale. On trouve ces domaines, ces villas romaines également dans le centre, comme le Latium, c'est la région de Rome et ses environs, et également en Campanie, donc au sud de Rome. Ce sont les régions où on trouve le plus grand nombre de villas et surtout d'esclaves. Donc les esclaves, ils viennent surtout du bassin oriental de la Méditerranée, mais pas seulement, hein, et ils vont donc peupler ces grands domaines qui ne sont pas immenses, je le répète. Alors, vous pouvez imaginer en fait ces grands domaines comme de véritables prisons pour les esclaves. Ils sont véritablement casernés. Et c'est à cette époque-là que, en tout cas à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et dans le premier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ, que vous allez avoir ces révoltes d'esclaves. Donc tout à fait à la fin du IIe siècle, donc dans les années 110 comme ça, 100 avant Jésus-Christ, et alors il y a la fameuse révolte entre 73 et 71 avant Jésus-Christ de Spartacus. Hein, Spartacus, qui est un gladiateur thrace, ça s'écrit T-H-R-A-C-E, Thrace. La Thrace, c'est ce qui correspond à la Bulgarie méridionale. Et Spartacus va, à un moment donné, se trouver à la tête de milliers, de dizaines de milliers d'esclaves, hein, qui vont menacer Rome. Je crois même qu'il y a 2 légions qui vont être envoyées contre Spartacus. Et ça se terminera très mal, hein, puisque finalement, Spartacus et les esclaves vont être crucifiés le long de la Via Appia, qui est donc cette grande route qui part de Rome vers le sud-est. Voilà. Vous avez peut-être vu le film avec le père de Kirk Douglas. Le père de Michael Douglas. Kirk Douglas, qui joue le rôle de Spartacus. C'est un film des années 50. Voilà. Alors, je vous ai dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir de la villa romaine. Donc, je vous ai dit comment elle est organisée, gestion directe. Je vous ai dit que les travailleurs, ce sont des esclaves. Je vous ai expliqué également ces dimensions, voilà, hein, l'essentiel. Et que ça se trouve aussi en Italie, la localisation, hein, en Italie centrale ou méridionale. Alors maintenant, on va passer à l'époque qui suit, c'est-à-dire la deuxième partie, la deuxième phase de ce que j'ai appelé la période classique. Donc maintenant, nous nous trouvons après Jésus-Christ. Ce sont les 2 siècles qui suivent Jésus-Christ. Alors cette période-là, c'est ce qu'on appelle aussi le Haut Empire. Le Haut Empire est caractérisé sur le plan économique tout d'abord par une stabilisation. Après ces 2 siècles de croissance, la croissance liée au pillage, vous l'avez bien compris, de Rome, on va se trouver devant une période de stabilisation d'économie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de croissance, et sous l'Empire, il n'y a d'ailleurs pratiquement plus de conquête. Hein. Sinon, à l'époque de Claude pour la Bretagne, au 1er siècle de notre ère, à l'époque de Trajan, il y a bien la Dacie, mais pour le reste, hein, on peut dire que l'Empire romain est pratiquement constitué à l'époque d'Auguste. D'ailleurs, Auguste avait lui-même recommandé dans son testament, hein, de ne plus poursuivre des conquêtes, que l'Empire romain était dorénavant constitué, puisque le Mare Nostrum, c'est-à-dire tous les territoires se trouvant autour de la Méditerranée, étaient donc sous la tutelle, sous l'autorité de l'empereur romain. Donc, période de stabilité, vous savez que le 1er et 2e siècle de notre ère est caractérisé aussi par ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine, ou une paix armée, hein, ceci dit. Une paix armée, hein, parce qu'il y avait
aussi des légions. Hein. Mais les légions, il est vrai, sont essentiellement stationnées sur le pourtour de l'Empire pour défendre le Limès, la frontière. Il y a peu de légions à l'intérieur. Enfin, elles sont toujours prêtes à intervenir le cas échéant, parce qu'il y a eu quand même des révoltes en Gaule, par exemple, au 1er siècle de notre ère. Il y a un beau livre, un beau roman qui est sorti il y a 4 ou 5 ans de Christian Boudinot sur ce sujet-là. C'est une fiction, mais faite par un grand spécialiste des Celtes, enfin des Gaulois et d'époque romaine. Alors, tout d'abord, il y a eu un débat important pour savoir quel était le statut, la place de la campagne dans l'économie romaine. Pour certains, la ville est un parasite de la campagne. C'est-à-dire que la ville est une sorte d'amibe qui est en train de pomper, une sorte de poulpe qui est en train de pomper tout le produit des campagnes. Donc la ville serait un parasite. Il n'y aurait pas d'activité productrice ou très faiblement. Il y en a d'autres qui disent au contraire que la ville a une fonction d'organisation. Donc ça c'est la deuxième hypothèse. La première, qui était celle de Feindling, l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure dans son livre paru au début des années 70, qui s'intitule L'économie antique, bien lui pensait que donc la ville était un parasite par rapport à la campagne. Alors, d'autres pensent, et ils sont plus nombreux maintenant, pensent que la ville a essentiellement une fonction d'organisation. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'ils pensent qu'au contraire, la ville, par le fait que c'est un lieu où il y a une demande, eh bien, de consommation, donc pour consommer, elle va organiser la production de la campagne en orientant la production rurale et surtout, elle va pousser les propriétaires terriens à produire un surplus et de ne plus être dans cette économie ou cette agriculture de subsistance que j'ai évoquée pour les premiers siècles de la Rome archaïque. Autrement dit, si vous dégagez un surplus, vous allez pouvoir faire du commerce. Ce que je dis ici est évidemment valable pour les 2 ou 3 siècles avant Jésus-Christ, hein, bien entendu. Et puis il y en a d'autres qui pensent que la campagne peut vivre de manière tout à fait autonome. Donc il y a 3 écoles. L'école de la ville parasite, l'école de la ville organisatrice et enfin l'école de la ville de la campagne autonome qui peut donc vivre, qui n'est pas sous la dépendance des citadins. Alors, la question est de savoir maintenant quelles sont les relations entre l'Italie et le reste du monde romain, puisque je vous ai dit que l'Empire romain est constitué à la fin de la République, hein, je veux dire territorialement parlant, hein, enfin sur le plan institutionnel. En fait, l'Italie, qui avait dominé la République, donc l'Empire républicain, si je puis dire, hein, donc la République romaine pendant les 2 siècles et 3 siècles qui précédaient Jésus-Christ, eh bien, cette Italie va se voir concurrencée à partir du 1er siècle par les provinces de l'Empire. Et c'est comme ça qu'au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, donc vous mettez de nouveau une date ronde qui n'a de valeur que pour pouvoir mémoriser mon propos, donc vous mettez aux environs de 50 avant d'écrire, très clair, hein, c'est une date symbolique, pour mémoriser. Ce n'est pas une date évidemment absolue. Bien, au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, il y a un véritable basculement, et on peut dire que le pôle d'attraction, le pôle de production surtout, de l'Empire romain ne se trouve plus en Italie, mais se trouve dans les provinces. Et ça va d'ailleurs se marquer politiquement.
c'est qu'au 1er siècle, en tout cas jusqu'en 69, tous les empereurs sont des Romains. D'ailleurs, avant, tous les consuls étaient des Romains aussi, avant Jésus-Christ. Ici, à l'époque des Julio-Claudiens, ils sont tous Romains. Romains, je veux dire, de la ville de Rome, dans ce sens-là. Tandis qu'à partir de 69, sous les Flaviens, vous vous souvenez peut-être de la ligne du temps que j'avais tracée au tableau, hein, avec les différentes dynasties. C'est quand on a vu le texte sur l'épitaphe de la colonne de Trajan. Hein, j'avais fait une ligne du temps avec les différentes dynasties. Et donc de 69 à 92, vous avez une dynastie qui est celle des Flaviens, avec Vespasien, Titus et Domitien. Eh bien, eux, ce sont des Italiens, mais ce ne sont déjà plus des Romains. Et à partir de 92, avec les Antonins, la dynastie à laquelle appartient Trajan, vous savez, cette dynastie où les empereurs ne succèdent plus à leur père biologique, mais succèdent, ou à leur oncle biologique, mais succèdent dorénavant à leur père adoptif, qui, de son vivant, a estimé telle ou telle personne comme étant digne de lui succéder. Donc pendant un siècle, de 92, d'ailleurs jusqu'à la fin de l'Empire romain, vous aurez des provinciaux, cette fois-ci des non-italiens. Vous allez avoir des Espagnols, sauf que ma part, Trajan est un Espagnol d'ailleurs. Vous allez avoir des Gaulois, vous allez avoir des Arabes, comme Philippe l'Arabe justement, vous allez avoir des Égyptiens, des Syriens, comme Héliogabal. Ça va? Donc vous allez avoir des provinciaux qui vont se retrouver à la tête. Et donc, on voit bien en quoi le déplacement du pôle économique conduit à une modification même dans la direction de l'Empire, dans le choix des empereurs. Ce sont des empereurs qui dorénavant vont venir des provinces et même parfois des frontières et vont conquérir ainsi le pouvoir. C'est assez significatif. Alors, je réfléchis encore à ce que je peux vous dire pour cette période-là. Oui, maintenant au niveau des classes sociales, qui sont les riches? C'est quand même une grande question. Qui sont les riches? Eh bien, qui sont les riches? Ce sont essentiellement les membres de l'ordre sénatorial et de l'ordre équestre. L'ordre sénatorial, donc les sénateurs, il y avait 300 familles, il y avait 300 sénateurs sous la République, sous l'Empire. Auguste a doublé ce chiffre, on est passé à 600. Donc ça veut dire que les sénateurs représentent vraiment une élite extrêmement restreinte. Il fallait posséder une fortune d'1 million de sesterces pour être sénateur. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à Rome, hein, le pouvoir politique, donc c'est-à-dire être sénateur ou être chevalier, appartenir à l'ordre équestre, était lié à votre fortune. Donc seuls les riches avaient des fonctions politiques. Donc là, il y a un lien très étroit entre les deux. Quant à l'ordre équestre, il comprenait quelques milliers de familles. Hein. Là, il fallait avoir 500 000 sesterces, alors pour être sénateur, 1 million. Je ne sais pas si je l'ai dit il y a quelques instants. Voilà. Donc, ce qui est important ici, c'est de savoir qu'au maximum, à l'époque de l'expansion la plus grande de Rome, vous devez vous dire qu'il y avait entre 10 000 et 20 000 familles qui étaient riches et qui dirigeaient en fait l'Empire romain. Quand je dirigeais au nom de l'empereur, entendons-nous bien, parce que c'est l'empereur qui, en dernière instance, est le seul maître, hein, ça va de soi. Ce qui fait peu de monde finalement, quand vous comparez aux chiffres, aux estimations qui ont été avancées pour le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, il y aurait eu dans l'Empire romain entre 50 millions et 70 millions d'habitants. Donc vous faites le ratio entre les deux, donc vous voyez que les élites économiques représentent finalement très peu de choses par rapport à la masse de la population de l'Empire romain. Alors comment se sont-ils enrichis? Évidemment, il y a ceux qui appartiennent à des vieilles familles qui se sont enrichis déjà depuis plusieurs siècles, mais je vous ai dit que l'essentiel de la fortune d'un Romain est toujours constitué d'un patrimoine foncier, c'est-à-dire de terres. Donc il possède des terres.
et des terres parfois très étendues, parce que je vous ai dit que les domaines, à l'origine, ils font peut-être entre 20 et 50 hectares, mais rien ne nous empêche d'avoir plusieurs domaines. Hein. Il y en a qui ont parfois vraiment beaucoup de domaines dans des régions différentes de l'Empire. Or, pourquoi je vous ai dit que les domaines étaient relativement petits, hein, moins de 50 hectares en moyenne? Ben, essentiellement pour des problèmes de gestion. Parce qu'il est difficile de gérer des terres sur lesquelles il y a des milliers d'esclaves. C'est difficile. Donc c'est la raison pour laquelle on peut faire avoir plusieurs domaines avec voilà, des esclaves séparés les uns des autres. Parce que vous imaginez quelle force ça peut représenter quand vous avez, alors imaginez que vous auriez eu 10 000 esclaves sur votre terre, voilà, vous organisez vous-même votre fin, hein, c'est des révoltes potentielles. C'est la concentration des individus qui peut créer une conscience de classe. Vous savez qu'au moment de la Révolution russe, il n'y avait que 3 millions d'ouvriers hein, sur 140 millions d'habitants en Russie en 1917. Vous imaginez, 3 millions, le reste c'était des paysans, des fonctionnaires, des gens comme ça, mais la grande majorité, plus de 85% au moins, si pas plus des habitants de la Russie avant 1917, étaient des paysans, des pauvres paysans, des moujiks, qui étaient des locataires de leurs terres, parce que en général, ils n'avaient pas les moyens de racheter ces terres, après l'abolition du servage en 1861, en tout cas sur les terres à couronne, à l'époque d'Alexandre II. Mais ce sont dans les villes, Odessa, Moscou, Saint-Pétersbourg, que c'est là où la révolution a eu lieu, parce qu'il y avait des fortes concentrations d'ouvriers, c'est là que se trouvaient les usines, et là ils avaient une conscience de classe, ce que n'avaient pas les paysans. Les paysans, il y a eu dans l'histoire de la Russie de très nombreux soulèvements populaires, mais ils n'ont jamais tenu, en fait, parce qu'il n'y avait pas une véritable conscience de classe. Eh bien, la même chose. À l'époque romaine, dans l'Antiquité, on ne peut pas parler de conscience de classe chez les esclaves. C'est comme ça qu'ils n'ont jamais pris le pouvoir de manière durable. Je veux dire, l'expérience la plus célèbre, c'est celle de Spartacus. Enfin, ça a duré 1 an et demi, 2 ans, hein, entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas eu de prise de pouvoir, véritablement. Il y a eu effectivement, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, un esclave qui s'était proclamé roi en Sicile ou dans le sud de l'Italie, si mes souvenirs sont bons, mais ça avait duré très peu de temps. Et il reproduisait d'ailleurs la société qui le combattait, hein, puisqu'il reproduisait des structures sociales qui avaient de nouveau des rois, vous imaginez. Hein. Donc il n'y avait pas l'idée de révolutionner la société, d'en faire une société différente, une société nouvelle. Alors je poursuis. Donc, ces hommes riches ont des terres importantes. Ils ont également quelques activités de production. L'ancêtre de l'industrie, si vous voulez. Ils ont des ateliers de poterie, par exemple, de céramique, ou des ateliers de métallurgie. Ils n'ont pas d'activité commerciale. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant. Les negociatores, c'est-à-dire les grands marchands, les grands négociants, ne sont jamais, ou presque jamais en tout cas, des gens qui appartiennent aux élites. En revanche, s'ils n'ont pas d'activité commerciale, il y a une activité où ils sont très actifs, c'est dans le domaine de la finance. Ces gens très riches prêtent de l'argent à des taux élevés, et donc une partie importante de leur richesse vient du fait qu'ils font fructifier effectivement cet argent, plutôt que de le laisser dormir dans les caisses, dans leur trésor. Donc là, vous notez que la finance a un rôle important chez ces élites économiques, mais pas le commerce. Donc la finance, la fabrication, alors surtout, je vous ai dit quand même, mais l'essentiel de tout, ce sont les biens fonciers, hein, les biens immobiliers, les terres, pour l'agriculture. Alors, je vous propose peut-être maintenant d'avancer un petit peu. Je crois vous avoir dit l'essentiel. Pour l'époque classique, nous allons passer maintenant à la Rome tardive.
Et la Rome tardive, il va falloir là aussi diviser en deux périodes. J'avais divisé en deux périodes la période archaïque. J'ai divisé en deux périodes également la phase classique, avant et après Jésus-Christ, vous vous en souvenez. Et maintenant, on passe à la Rome tardive, c'est-à-dire que l'on passe au 3e, 4e et 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, contrairement à ce que l'on a affirmé longtemps, cette période n'est pas monolithique. Donc, le 3e et le 4e siècle ne sont pas une période de dépression généralisée, comme on l'a dit longtemps. On a souvent dit que le Bas-Empire était une période de dépression sur le plan économique, de repli, de crispation économique. En fait, ce n'est pas vrai. En fait, ce n'est pas vrai. Il faut bien distinguer le 3e et le 4e siècle. Donc, première phase du 3e siècle. Il y aura une deuxième phase du 4e siècle. Première phase donc, de la Rome tardive. Alors, le 3e siècle est effectivement une période où les choses marchent mal. Premier élément qui va jouer, ce sont évidemment les épidémies. Il y a déjà des épidémies dans la deuxième moitié du 2e siècle après Jésus-Christ. Pensez à Marc Aurèle qui est mort de la peste. Vous savez, c'est cet empereur qu'on voit mourir dans les bras de son fils Commode qui est en train d'étouffer dans Gladiator. Mais en fait, il est mort de la peste. Il est mort du tout étouffé par son fils. Mais au IIIe siècle, il y a effectivement des épidémies importantes. Il y a des épidémies. Et vous savez que les épidémies, c'est comme au bas Moyen-Âge, au XIVe siècle, vous connaissez la Grande Peste Noire, en 1347-1352 pour sa phase la plus virulente. Eh bien, il y a une partie très importante, mais non quantifiable pour l'Antiquité, parce qu'on n'a pas des moyens de pouvoir quantifier ces épidémies et les destructions qu'elles ont pu opérer, les pertes humaines qu'elles ont entraînées. Il y a aussi un deuxième élément, ce sont les guerres. Les guerres contre les Parthes en particulier. À cette époque-là, c'est d'ailleurs plus les Parthes, c'est déjà les Sassanides. Donc c'est la dernière dynastie persane avant l'invasion musulmane du 7e siècle après Jésus-Christ. Ils arrivent au pouvoir au début du IIIe siècle. Mais il n'y a pas que les Parthes, ou que les Parthes qui déjà dans les 2 premiers siècles avaient été très menaçants, auxquels succèdent les Perses, les Sassanides. Il y a évidemment toujours les Germains, qui font des incursions très très importantes dans le courant du IIIe siècle. C'est une époque aussi où politiquement, eh bien, les empereurs changent tous les 6 mois ou chaque année, pratiquement, pour faire bref, entre 235 et 285, donc c'est-à-dire depuis la fin de la dynastie des Sévères jusqu'à l'accession au trône impérial de Dioclétien. Je répète, entre 235 et 285. On a souvent parlé d'époque d'anarchie sur le plan politique, mais il ne faut pas croire que pour autant toute la vie de l'Empire était bouleversée à cause de ça. Mais ça, les éléments majeurs, ce sont les épidémies et les guerres. Ce n'est pas la politique. La politique, c'est finalement l'écume au-dessus des vagues qui est le révélateur, le symptôme d'un malaise beaucoup plus profond. Une déstabilisation de l'Empire, on peut le dire, pour des raisons démographiques et pour des raisons militaires. Alors, sur le plan économique, là aussi, je vous ai dit que c'est une période de repli. On remarque que la production faiblit fortement et que le commerce, les échanges se font particulièrement rares. La période la plus dure, c'est sans doute la période qui va en gros de 250 à 280. Donc juste avant l'accession au trône impérial de Dioclétien. Lui qui a mis en place la fameuse tétrarchie, c'est-à-dire ce système où ce sont 4 co-empereurs, 4 co-présidents, si vous voulez, 4 co-empereurs qui se partagent l'Empire, parce que celui-ci est trop immense et on se rend compte qu'il n'est pas possible de le gérer dans sa totalité à partir de Rome. Donc ce sont des empereurs qui se trouvent d'ailleurs à des endroits différents d'Empire, pour gérer au plus près
à leurs administrés, leurs sujets. Alors ce qui est typique, c'est que justement, à partir du IIIe siècle, on a un double phénomène. C'est-à-dire que c'est l'époque où vous avez les fameux grands domaines, alors là c'est plus des villas de 20 ou 50 hectares, qui étaient finalement des territoires réduits sous la République, en tout cas sous la première partie de cette phase dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici vous allez avoir des domaines qui vont devenir vraiment gigantesques. Gigantesques. Mais, entendons-nous bien, le travail des esclaves par équipe disparaît. Il n'y en a pratiquement plus de traces. Donc vous n'avez plus ces grands troupeaux d'esclaves. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, les esclaves, ce sont des animaux. Vous n'avez plus ces troupeaux d'esclaves comme vous en aviez donc à l'époque de la République romaine. Ces troupeaux qui arrivaient d'ailleurs par milliers ou par dizaines de milliers venant du bassin oriental de la Méditerranée ou de Gaule aussi, d'autres régions d'Empire. Les colons ont été fortement mis à contribution aussi. C'est une région assez peuplée, la Gaule. Donc, ici, l'esclavage est toujours présent, mais comme il n'y a plus de conquête, vous vous rendez bien compte que le cheptel, on peut parler de cheptel, parce que je dis que ce sont des animaux, les esclaves, le cheptel des esclaves, il n'est plus alimenté par la traite qui est liée à des conquêtes nouvelles. Il n'y a plus des arrivées massives d'esclaves. Donc, le seul moyen d'avoir de nouveaux esclaves, c'est la reproduction du troupeau à l'intérieur même du domaine. Ou bien on en achète à un autre maître. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a plus d'apport extérieur. Donc, l'esclavage va aller en se raréfiant. D'ailleurs, les esclaves vont d'ailleurs être même protégés par la législation. On ne pourra plus en mettre, on ne pourra plus tuer ces esclaves, par exemple. C'était le cas à l'époque de la République, encore au 1er siècle. Ils deviennent rares. Vous savez, toutes les questions d'offres et de demande, vous savez, l'économie, c'est une science froide. Il n'y a pas beaucoup de place à l'humanité. Donc quand il y a une mesure qui paraît humanitaire, en fait derrière elle, c'est tout simplement un rapport de force, ici, en termes de natalité et de capacité à obtenir, à acheter des esclaves. Alors, vous avez des domaines immenses, je vous ai dit. Vous avez également une raréfaction des esclaves, et en tout cas, je dis raréfaction, mais pas importante. Il y a une raréfaction. Il ne faudrait pas exagérer la raréfaction, après les travaux récents, mais en revanche, le travail par équipe, lui, disparaît. Lui, disparaît très clairement, le travail d'équipe. Alors, quelle est la solution? Eh bien, c'est qu'on va passer dans ces grands domaines de la gestion directe à une gestion indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire, une gestion indirecte? Eh bien, ça veut dire que plutôt que d'avoir des ouvriers agricoles qui travaillent directement pour le maître, le dominus, vous allez avoir un nouveau système qui se met en place, qui est le colonat, C-O-L-O-N-A-T. Alors les colons, contrairement à ce qu'on a pu écrire également dans la première moitié du siècle passé, les colons, ce ne sont pas les ancêtres des serfs, ce ne sont pas les pré-serfs, si vous voulez, pas les serfs, ils n'annoncent pas les serfs du Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on a pu dire. En fait, les colons, c'est quoi? Ben, ce sont des paysans qui se mettent sous la protection d'un maître, d'un dominus, et ces colons le colonat est favorisé par le pouvoir pour des raisons fiscales, et pas du tout dans le cadre d'un socialisme d'État comme on disait avant. On présentait souvent le Bas-Empire comme une sorte de préfiguration de l'Union soviétique, si vous voulez. C'est pas ça. Un empire autoritaire, ce qui était effectivement, mais pour éviter que les gens ne partent de la campagne et aillent vers ailleurs, ou aillent dans la campagne et des activités qui n'arrangent pas le pouvoir, on a inventé à partir du IIIe siècle le système de l'indiction, qui est un système d'impôt immobilier. Vous savez que si vos parents possèdent un appartement, ou possèdent une maison, possèdent un bien immobilier, ils sont soumis
à ce qu'on appelle le revenu cadastral, à partir duquel on calcule la taxe immobilière. Eh bien, les Romains ont inventé cela, donc au IIIe siècle de notre ère, et tous les 15 ans, c'est ce qu'on appelle l'indiction, tous les 15 ans, on révisait donc le revenu cadastral. Et ce système, sous le plan, a servi de moyen chronologique pour dater pendant tout le Moyen-Âge, alors que ce cadastre romain n'existait plus. Donc c'est pour des raisons fiscales que l'on a fixé les gens à la terre, parce qu'il fallait avoir des revenus constants qui arrivent dans les caisses de l'État, et pas du tout, c'est pas donc du tout lié à une vision de la société, d'une société voilà, de type corporatiste, visant à fixer les gens pour des raisons autres, économiques. Donc c'est pour des raisons fiscales et pas pour des raisons économiques qu'ils ont été fixés. Alors, le colonnat va permettre de gérer les terres donc de manière indirecte. Donc ça veut dire que c'est plus le propriétaire de la terre, le dominus, le maître, qui perçoit directement les revenus par l'intermédiaire de son intendant, le villicus, mais les terres de son domaine vont être découpées en lots sous forme de petits ou moyens lots qui permettent en tout cas à une famille de pouvoir en vivre et d'en verser, de verser une partie de ses revenus au maître. Donc autrement dit, ça se rapproche de ce qu'on appellerait le système de la ferme. On a étudié l'affermage à plusieurs reprises. Que ce soit pour, enfin en Mésopotamie ancienne, on a étudié ce fermage. Bien donc, les fermiers vont devenir de plus en plus, et je vous ai bien dit que fermier et paysan ne sont pas synonymes. Vous vous souvenez qu'un fermier, c'est un paysan, et ce n'est même pas spécialement un paysan, c'est quelqu'un qui a signé un contrat de ferme qui permet donc aux propriétaires de disposer de revenus sur une terre ou sur autre chose. On l'avait vu pour un port, on l'avait vu également dans le cadre d'un temple en Mésopotamie. Voilà. Alors, donc, il faut bien distinguer le IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est une période, effectivement, où les épidémies, les guerres conduisent à une réduction de la production, agricole en particulier, du IVe siècle qui, lui, voit une reprise, en particulier dans le domaine de l'économie et de la production, dans le domaine des grands domaines, que je viens de décrire. Ces grands domaines, on les trouve essentiellement en Occident, par exemple en Gaule. Ces grandes villas romaines, on en a retrouvé encore ces 20 dernières années, par exemple en Provence, ou en Espagne, ou en Sicile, pensez à Piazza Armerina, je ne sais pas si vous avez été là, non, la fameuse mosaïque, connaît, voilà. Eh bien là, c'est vestige d'une très grande villa du bas empire romain, un grand domaine. Tandis qu'en Orient, là, ce qui domine, c'est la petite et la moyenne propriété. Donc il faut bien distinguer. Donc vous voyez que quand l'Empire va être scindé tout à fait à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ en deux, il y a pas seulement une différence de langue, et seulement une différence, je dirais, enfin oui, essentiellement une différence de langue, c'est qu'il y a vraiment des différences économiques profondes entre les deux. La grande propriété s'était installée, ou plutôt avait fleuri, s'était épanouie dans la partie occidentale de l'Empire, en Gaule, je vous ai dit, en Sicile, dans le sud de l'Italie, en Italie ou en Espagne, alors qu'en Orient, là, c'est la petite et la moyenne propriété. Alors pour les villes maintenant, et je vais sans doute terminer avec ça, dans le domaine des villes, alors, en Occident, les villes vont avoir tendance à se réduire. D'ailleurs, l'Occident n'a jamais été une région de ville à l'époque de l'Empire romain. Il n'y avait pas beaucoup de grandes villes. En Italie, peut-être, en Gaule, en Espagne, il n'y avait pas de grandes villes. Tandis que l'Orient a toujours été la terre de prédilection de l'épanouissement de la vie urbaine. Et c'est en Orient que les villes vont
subsister, elles ne vont pas disparaître du tout, et vont même s'agrandir. Je pense tout d'abord à cette nouvelle capitale de l'Empire romain qui est fondée dans la première moitié du IVe siècle de notre ère par Constantin, donc Constantinople, qui auparavant s'appelait Byzance et qui un jour, à partir de la deuxième moitié du XVe siècle de notre ère, s'appellera Istanbul. Donc Constantinople va devenir une grande ville comprenant plus d'1 million d'habitants. Hein? Imaginez, plus d'1 million d'habitants. Vous avez également Antioche, en Syrie. Alors, passant encore devant Antioche, vous avez Alexandrie, qui est la deuxième ville après Constantinople. Alexandrie, vous voyez, c'est donc dans le delta du Nil, hein, tout à fait un port de la Méditerranée, qui a été créé par Alexandre le Grand, et c'est là que résidaient donc les pharaons, hein, l'Agile, Ptolémée. Et puis vous avez une quatrième grande ville, hein, qui est Carthage. Enfin, Carthage nous place plutôt en Occident. Donc vous retenez Constantinople 1, 2, Alexandrie, 3, Antioche. Il y a aussi Éphèse, aussi par exemple. Enfin, il y en a d'autres. En Occident, vous avez Rome va se réduire de plus en plus, d'autant plus qu'elle ne sera plus que théoriquement la capitale de l'Empire. Les empereurs ne vont plus résider d'ailleurs à Rome. Même les empereurs romains d'Occident, ils vont vivre à Milan, ils vont vivre à Trèves, ils vont vivre à Ravenne, et puis à Rome. En Occident, vous avez peut-être aussi Lyon en Gaule, mais c'est la seule ville. Vous savez qu'en Belgique, ça a toujours été un pays rural, et vous avez deux petites villes qui sont Tongres et Tournai pour le bas moyen, pour le bas empire. Hein. Mais c'est tout. C'est tout en fait. Arlon lui-même n'est un vicus, c'est une bourgade, c'est même pas une ville dans l'Antiquité. Hein. Voilà. Alors, je conclurai en disant que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, je le répète, le bas empire n'est certainement pas monolithique d'un point de vue économique, qu'il faut bien distinguer le 3e et le 4e siècle, et qu'au 4e siècle, et d'ailleurs depuis une quinzaine d'années, les recherches archéologiques le montrent, il y a eu d'intenses échanges sur le plan commercial, comme le prouvent en particulier les découvertes d'ateliers de céramique. Donc ça veut dire que le 4e siècle, ce n'est pas une période de déclin, comme on l'a dit souvent. Ce n'est pas une période de déclin. Pas du tout. Voilà. Vous avez bien retenu les grandes idées, donc je reprends. La Rome archaïque, vous voulez, mais je vais vous faire un petit schéma au tableau, tiens, ce sera peut-être plus facile pour retenir. Hein. Alors, exceptionnellement, je vais vous faire une vue du temps horizontale pour des raisons pédagogiques. Hein. C'est exceptionnel. Voilà. Hein. Vous synthétisez tout ça. Ça va? Je dois tourner un peu plus à gauche. Hein, non? Bon. Alors, on part ici, je mets 800. Ici, je vais mettre 500. Hein? Oui, on peut même mettre 400. Après 400, hein, l'Empire romain d'Occident, c'est plus grand-chose, vous savez. Bon, alors, ce qui nous fait 12 siècles. Donc, je vais d'abord diviser d'abord en 3. Oui. Et puis, je vais diviser en 4. Hein. Voilà, donc, ici, je vais mettre 753, 750, la traditionnelle. Ici, j'indique 509, la date de la République. 50, 400, 300, 200, ben ici je vais indiquer 202, la date de la bataille de Zama, lors de laquelle les Carthaginois sont défaits à la fin de la Deuxième Guerre punique. Il y a quelque chose qui va faire. Attendez, hein. Ah non, mais je me suis trompé ici. Je comprends ce que j'ai fait comme erreur. Voilà, donc 800 c'était ici, hein. Pas là-bas. Voilà. Alors du coup, je n'ai plus assez de place de ce côté-ci, donc je dois rallonger. Voilà, donc ici, vous avez, j'ai écrit,
ici, ben, on passe donc à la dynastie des Sévères, en gros, hein, comme je mets le 135. Et alors ici, ben, on va jusqu'à la fin de l'empire, de la séparation des deux empires, donc en 380. Voilà. Alors, maintenant, du point de vue de l'histoire économique, parce que les dates que je vous ai mis là, ce sont donc des dates d'histoire politique. La fondation de Rome, la République romaine, hein, ici, la bataille de Zama, hein, contre les Carthaginois, ici Jésus-Christ, ben, Jésus-Christ, j'aurais peut-être mieux fait de mettre 27, parce que 27, ça correspond au moins à quelque chose. Avant Jésus-Christ, c'est lorsque Auguste devient princeps, c'est-à-dire empereur. Ici, c'est donc les Sévères, la fin de la dynastie des Sévères, et donc ici, c'est donc la scission. Non, attendez, j'ai mis 300, c'est 395. Voilà, 395. Alors, si maintenant je fais à partir de cette ligne du temps qui est politique, les dates qui sont là sont politiques, je vais maintenant utiliser, donc, vous montrer ce que ça donne sur le plan économique. Hein. Alors, vous avez dit que la période qui se trouve ici, hein, c'est une période de croissance. Hein. Attendez, là, ça ne va pas du tout se passer à 600. Oui, non, ça va. Donc, ceci, c'est une période de croissance. Hein. Le rouge, c'est l'économie. Puis alors ici, c'est une période d'apogée. Ça va? Je reprends simplement sous forme de graphique ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, le 5e et le 4e siècle, période de repli, de dépression, vous vous souvenez? Et puis alors, je vous ai dit qu'il y a une croissance très très importante aux 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc ici, une croissance fulgurante. Donc là, puisque c'est la croissance de l'Empire romain, donc là, ça va monter comme ça. D'accord? Hein, pendant 2 siècles. Et puis, je vous ai dit, ici, il y a une stabilisation, un repli et une reprise. Voilà. Période de stabilisation, repli. Oui, le repli aurait pu être un peu plus long, enfin long. Donc, avec ceci. Comme ceci. Vous voyez? Donc, ça va. Croissance ben, d'une petite cité. Donc, c'est pour ça que cette ligne-là est beaucoup plus petite que celle-là, évidemment. Hein, ici même, c'est logarithmique, hein, parce que si c'était réel, il aurait dû aller beaucoup plus. Voilà. Donc, croissance. Acmé au 6e siècle, c'est l'époque de la royauté des Tarquins. Repli, vous vous souvenez, les conflits sociaux et les problèmes alimentaires, les famines, 5e siècle, début du 4e siècle, ça reprend à cette époque-ci, ben, au moment des guerres puniques, et il faut savoir que l'économie n'a pas été affectée du tout par, je dirais, les problèmes politiques à Rome, donc ce n'est pas des courbes qui se superposent, au contraire, cette période des conquêtes militaires et de tous les conflits politiques qu'il y a pu avoir à Rome, hein, vous savez, les coups d'État, les 2 triumvirats, etc., ne vont pas du tout perturber l'économie, pas du tout. Période de grande croissance, stabilisation pour les siècles qui suivent Jésus-Christ, pour les chrétiennes, avec cette dépression donc du 3e siècle après Jésus-Christ. Vous retiendrez cette courbe-là? Finalement, si vous retenez ceci, c'est le meilleur moyen pour vous, pour mémoriser tout le reste de mon cours. Il faut toujours essayer de schématiser. Quand vous schématisez, eh bien, vous retenez tout le reste.